Bonsoir à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur NCI. Merci de suivre ce nouveau numéro de NCI 360, le magazine de la rédaction qui passe en revue l'actualité de la semaine. En direct ce soir, la politique, notamment l'après-présidentielle du 31 octobre 2020. Quelles leçons retenir de ce scrutin au terme duquel la CEI a déclaré vainqueur le président sortant Alassane Ouattara? Scrutin remis en cause par l'opposition ivoirienne qui a annoncé la création d'un Conseil national de transition considéré comme un complot contre l'autorité de l'État par le gouvernement. Quel est l'état actuel de ce Conseil? On en parle dans cette émission. Pour terminer, nous parlerons effectivement de l'élection de Joe Biden, nouveau commandant en chef des États-Unis d'Amérique. Voilà pour les grandes lignes de ce 360. Et pour en parler, je reçois pour vous, chez vous, Dr Sylvain Nguessan. Il est analyste politique, un habitué de cette émission que vous connaissez bien. Alafé Ouakili, un autre habitué, journaliste, directeur général de l'Intelligence d'Abidjan. Augustin Couillot, rédacteur en chef du journal Notre Voix, qui finalement n'a pas honoré sa présence. Sylvain Debailly, journaliste à connexioниvoirienne.net, un habitué également de cette émission. Meïté Sindou, journaliste patron de presse. Kra Bernard, journaliste à l'Expression. Bonsoir à vous, chers invités. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Alors, dans la nuit de lundi à mardi, la Commission électorale indépendante a proclamé Alassane Ouattara vainqueur de la présidentielle dès le premier tour, avec plus de 94% de suffrages exprimés. Le taux de participation, l'un des enjeux majeurs, s'élève, lui, à près de 54%. Retour sur cet événement phare de ce début de semaine avec Salif Yalekwe. Le candidat du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix RHDP, Alassane Ouattara, a été réélu président de la République de Côte d'Ivoire avec 94,27% des voix à l'issue de l'élection présidentielle du samedi, selon les résultats provisoires proclamés tôt mardi par le président de la Commission électorale indépendante CEI, Ibrahim Koulibaly Cuibière. Selon le président de l'organe en charge des élections, ce sont 17 601 bureaux de vote qui ont pu être ouverts lors de ce scrutin, correspondant à une population électorale de 6 066 441, dont 3 269 813 votants. Bulletin nul, 53 894, soit 1,66%. Bulletin blanc, 35 099, soit 1,09%. Suffrage exprimé, 3 215 909. Taux de participation, 53,90%. Ont obtenu Alassane Ouattara, 3 031 483 voix, soit 94,27%. Afi Nguessan Pascal, 31 986 voix, soit 0,99%. Bédier Kona Aimé Henri, 53 330 voix, soit 1,66%. Kwadio Kona Bertin, 64 011 voix, soit 1,99%. Est donc élu président de la République, M. Alassane Ouattara. Ce verdict a donné place à des scènes de joie dans certains quartiers d'Abidjan où des partisans du vainqueur ont laissé éclater leur joie. Les résultats définitifs seront proclamés par le Conseil constitutionnel dans quelques jours. Alors, monsieur, tout le monde le dira, ce scrutin présidentiel s'est déroulé dans des conditions difficiles. Quelles sont les leçons qu'on peut retenir de cette élection présidentielle du 31 octobre 2020? Sylvain Nguessan. Merci. De cette élection présidentielle, on peut tirer plusieurs leçons. On va mettre un peu l'accent sur ce qu'il convient de revoir en vue d'éviter certains procès, certaines confrontations pour 2025. Je pense par exemple... tout comme les élections de 95, 2000, 2010, 2020 a eu aussi son lot de morts. Donc une élection entachée de plusieurs morts depuis le mois d'août, où le mot d'ordre du boycott a été lancé par l'opposition. C'est déplorable qu'on ait autour de 100 morts pour une élection présidentielle. La première leçon que je retiens. Deuxième leçon, c'est l'ampleur de la fracture sociale.
des populations qui vivaient en parfaite intelligence dans diverses localités, comme Sakassou, Brobo, Toumodi, Bongwanou, Aram, Bato. C'est des populations qui vivent ensemble depuis peut-être un siècle, au moins 50 ans. Quand on sait que c'était la première boucle du cacao, des gens qui ont collaboré, qui se sont prêtés de l'argent, qui ont vécu des deuils ensemble, qui ont vécu des moments de joie ensemble, qui pour une élection présidentielle se poursuivent. Donc l'ampleur de la fracture sociale qui est, pour moi, à vite corrigée. Troisième leçon que je retiens, la Constitution pose problème. Il va falloir apporter des réformes pour ce qui est de certains points de la Constitution pour que ce soit lisible pour tout le monde, pour qu'on sorte de cette Côte d'Ivoire de 25 millions de constitutionnalistes, de juristes, etc. Il va falloir qu'on apporte quelques réformes. Enfin, la dernière leçon que je retiens de cette présidentielle, au regard du taux de participation dans diverses localités, je me dis que l'opposition n'aurait pas dû boycotter cette présidentielle. Elle avait son mot à dire. Si, en tant qu'on parle du CNT, bien sûr, si au lieu de s'aligner derrière le président Bédié pour faire le CNT, s'ils avaient opté pour ce ticket unique pour participer à la présidentielle, l'opposition aurait eu son mot à dire dans cette présidentielle. Les choses seraient peut-être passées autrement, ou alors on aurait vu le poids réel de l'opposition et ça nous aurait évité ce dont on parlera tout à l'heure lors du CNT. Donc en attendant la réaction des autres, voici les 4 principales leçons que je retiens de cette présidentielle. Alain Wakili, vous êtes d'accord avec Dr Sylvain Guessant? Oui, sans doute. Je voudrais, pour ma part, indiquer qu'il y a peut-être des clarifications à apporter sur l'analyse des résultats et indiquer que dans le décompte, les bulletins nuls ne sont pas des suffrages exprimés. Le vote blanc est considéré, il est pris en compte, il est comptabilisé, mais le vote nul, il est annulé, il ne veut rien dire. Le vote est annulé pour plusieurs raisons. Donc, cette situation a fait que quelques observateurs ont pu comptabiliser cela et dire que l'ensemble des pourcentages dépassait 100% et ils décelaient une volonté de fraude et de manipulation des résultats alors qu'il n'en était rien. Il est bon peut-être d'expliquer cela, tout comme il est bon d'indiquer que le taux de participation a été indexé sur les endroits où le vote a eu effectivement lieu. Et sur cette base, on a eu le taux de près de 54%. Bien entendu, une autre comptabilité pouvait être faite et on aurait pu certainement avoir un taux de 45% qui était tout aussi honorable. La question est de savoir s'il est utile, s'il est juste de prendre en compte dans la comptabilité des endroits où le vote n'a pas pu avoir lieu. La commission électorale a tranché, certainement le Conseil constitutionnel pourra se prononcer là-dessus. Est-ce qu'il était pertinent à des endroits, les 5000 bureaux de vote où l'élection n'a pas eu lieu, de prendre en compte cette proportion qui n'a pas eu l'occasion de s'exprimer? Est-ce qu'il était pertinent et légitime de prendre cela dans la comptabilité? Donc voici les 2 précisions à faire en termes d'observation préliminaire au niveau des leçons. Métis Sendou, Dr Sylvain Guessant semblait indiquer tout à l'heure que cette élection a permis de révéler au grand jour la profondeur des divisions entre les Ivoiriens. C'est aussi un avis que vous partagez? Moi, fondamentalement, je ne le crois pas. Moi, j'étais sur le terrain. Même jusqu'à cet après-midi, j'assistais encore véritablement à des réunions. La première chose qu'il faut retenir, au-delà des chiffres, c'est vrai qu'on a procédé à beaucoup d'analyses sur les chiffres, mais il y a un chiffre qu'il faut regarder. Et je pense qu'il fonde la qualité, la légitimité de cette élection, c'est la légitimité du président élu. Moi, à travers cela, ce que je note, c'est que le candidat Ouattara, les autres candidats, malheureusement, je suis d'accord avec le docteur Sylvain Guessant, ne se sont pas présentés, on n'a pas pu jauger de l'évolution, de la qualité de leur légitimité donc en 10 ans. Mais le candidat Ouattara, je le note, avait en 2010 recueilli sur son nom environ 2,4 millions électeurs, 400 000 électeurs. Et je note que 10 ans après, en 2020, le président Cubier le disait tout à l'heure, il réunit sur son nom environ 3 millions 31. Je veux dire, 500 000 électeurs de plus en 10 ans, ça conforte la légitimité d'un président. Et je crois que c'est un indicateur suffisamment fort pour montrer que les institutions qui sortent donc des élections de 2020 sont des institutions fortes. Pour le reste, sur la fracture sociale, rapidement, moi je le dis, j'étais sur le terrain, notamment dans un des foyers de tension à l'Est, ce dont je me suis rendu compte fondamentalement,
fondamentalement. Je partage son analyse, l'analyse psychosociale qu'il a fait sur la configuration de nos populations sur le terrain, où il y a un brassage qui est net. Donc, pour plusieurs raisons, pour des raisons sociales, des raisons économiques, pour les profondeurs de la tradition. Mais ces raisons-là vraiment demeurent. Et ce que j'ai noté véritablement, c'est que ces fractures sont des fractures artificielles. Et ce sont des fractures qui ont été instillées, distillées, provoquées, organisées, orchestrées par la classe politique. Mais c'est des fractures qui sont généralisées. Ça, il y a eu des non, pas généralisées. affrontements dans bien des localités. Il y a eu des tensions, mais localisées. Et je note qu'il y a des régions où, en dépit de tout, bien heureusement et tout, il n'y a pas eu de tension. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose sur la Constitution, là aussi, je ne partage pas son analyse, parce que quand même, depuis 1999, voilà, nous allons de forum de réconciliation en gouvernement de transition, en gouvernement d'union. Nous avons eu toutes sortes de plateformes pour essayer de préparer toutes sortes de textes. Moi, je pense que cette constitution de 2016, elle est bonne. Le vrai problème aujourd'hui de la Côte d'Ivoire, c'est malheureusement la qualité de la classe politique et le déni démocratique que certains acteurs politiques, malheureusement cette fois-ci, c'est dans l'opposition qu'il faut aller chercher cette classe politique, le déni démocratique dont ils font montre régulièrement. Et je crois que si évolution de la Constitution il doit y avoir, et je crois que ces réformes-là ont commencé à travers notamment vraiment le durcissement des règles, notamment des règles du jeu démocratique, notamment l'instauration du parrainage, il faut que la Constitution durcisse de plus en plus les règles sur la légitimité de ceux qui prétendent parler au nom de la population. Et je pense que ça permettrait de mettre un peu d'ordre et de nous éviter un peu vraiment le spectacle auquel la Côte d'Ivoire assiste, effectivement, le nombre de morts au gré des élections. Très bien. Sylvain Debailly, les leçons que vous retenez de ce scrutin? D'entrée de jeu, je voudrais dire que c'est une élection, à mon avis, qu'il faut vite oublier. Il faut vite oublier cette élection-là parce que... Pourquoi? Les faits sont là, elle ne nous a pas apporté la paix. Bien avant cette élection, je crois que des organisations de la société civile, des politiques, des organisations internationales avaient lancé des appels à une élection inclusive, une élection pacifique. Est-ce qu'au bout du compte, nous avons eu une élection inclusive? Est-ce que nous avons eu une élection pacifique? Les résultats sont là. Ce sont des affrontements. C'est un appel à un boycott actif de la part de l'opposition. De sorte que le jour de l'élection, les affrontements ont continué. Je pense que, à mon avis, on n'a pas tiré suffisamment de leçons de ces 20 dernières années de la Côte d'Ivoire, des années de tumulte. Quand vous dites c'est l'ensemble de la classe politique, c'est l'ensemble des Ivoiriens, ou vous indexez une partie en particulier? Non, tout le monde, chacun a sa part de responsabilité dans ce qui vient de se passer. Est-ce que cette élection-ci obéit aux standards internationaux? Je voudrais rappeler qu'avant cette élection, il y a la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples qui avait donc fait 2 arrêts sur justement la composition de la CEI. Bon, on a vu ce qui s'est passé, ça n'a pas été, la KDHP n'a pas été suivie. Mais au sorti des résultats, je pense que l'analyse qu'on peut faire, c'est d'abord sur les chiffres. On peut également faire un constat. Sur les chiffres, je voudrais dire que cette élection, au regard des résultats qui sont donnés, puisque ce sont les faits, c'est l'élection pour laquelle il y a eu des appels à un boycott actif. C'est donc une partie de l'électorat ne se sentait pas concernée, mais au finish, on a un taux de participation de plus de 54%, ce qui n'était pas le cas pour l'élection qui était quand même apaisée. Je dirais l'élection de 2015, où il n'y a pas eu d'appel à boycott, et où l'opposition, bien que ayant participé, n'a pas mené vraiment d'action pour aller contre l'élection. Et là, on avait un taux de participation qui est moins élevé que celui-là. Bon, manifestement, de mon point de vue, il y a problème. Une élection problématique comme celle de 2020 qui draine du monde par rapport à une élection qui était apaisée. On a même la référence de 2010, l'élection la plus inclusive que la Côte d'Ivoire ait jamais organisée. Bon, je dis qu'il faut oublier cette élection. Il faut oublier cette élection et puis voir ce qui
ce qui doit être fait pour que les Ivoiriens retrouvent la paix. Moi, c'est à ce niveau-là que se trouve mon problème. C'est à ce niveau-là qu'il faut faire l'analyse, une analyse politique, à mon avis, tirer les leçons, parce que jusque-là, on n'a pas encore tiré les leçons. On ne s'est pas encore dit que c'est de l'élection que viennent nos problèmes. Donc, que faire? Quelles sont les structures qu'il faut mettre en place pour que, plus que jamais, on ait une élection crédible, une élection inclusive, pour ne pas qu'on ait à comptabiliser des morts juste après. C'était vraiment là mon observation. Bernard? Oui, à côté de ce que les uns et les autres ont déjà dit sur les chiffres, je note que de cette élection, c'est vrai que l'enjeu, c'était le taux de participation. Mais le score obtenu par M. Ouattara, ce n'est pas surprenant dans la mesure où, sans retirer officiellement leur candidature, l'opposition a appelé ses militants à ne pas voter. Donc le résultat qui est sorti des urnes, moi, ne m'étonne pas. Par contre, le véritable enseignement, c'est les violences électorales. Comme l'a dit tout à l'heure Dr Nguessan, cela fait 25 ans que la Côte d'Ivoire n'arrive pas à organiser des élections sans que le sang ne coule. C'est un véritable serpent de mer qu'il va falloir vaincre. En 25 années, la Côte d'Ivoire est un pays phare de l'Afrique de l'Ouest pour le pays et pour l'avenir, enfin pour ceux qui viendront après nous. Il va falloir que notre classe politique arrive à se retrouver opposition comme pouvoir pour pouvoir jeter les bases d'une élection sans une élection inclusive, une élection pacifique. Et pour aboutir à cela, il faut voir dans les deux camps. Donc, au-delà de cela, il y a aussi la fracture sociale dont a parlé tout à l'heure Dr Sylvain Nguessan, qui a dit que cette élection a remis au goût du jour les profondes fractures sociales qui existent entre les populations. Moi, je ne suis pas totalement d'accord avec ça. Vous prenez la population ivoirienne, il n'y a que des problèmes pendant les périodes électorales. Quand on sort des périodes électorales, nulle part vous allez voir une communauté s'élever contre une autre. Il y a le cas de Dabou, c'est les violences préélectorales. C'est une absence de belligérance, mais ça ne veut pas dire forcément que... Nous sommes en Côte d'Ivoire, le taux de brassage est tel qu'une population, une communauté ne peut pas se lever un matin sur la base d'un fait anodin pour s'attaquer à une autre. Il n'y a que la manipulation en sous-main qui amène ces communautés à le faire. Peut-être nous aurons des rapports d'enquête, mais ce qui s'est passé à Sakassou, à Yamoussoukro, on a eu des rumeurs, ce sont les rumeurs. Donc dire que l'élection de 2020 a remis au goût du jour les profondes fractures, la fracture sur cette population, je ne suis pas totalement d'accord. Par contre, il faut songer à inculquer une véritable culture politique à nos dirigeants, qu'ils soient de l'opposition ou du pouvoir, de sorte à ne pas entraîner les populations dans ce type d'affrontement aux conséquences incalculables. Il y a un fait qui, depuis quelques jours, suscite l'émoi, l'indignation sur les réseaux sociaux. Lequel? Une dame à Kwasi-Kwasi-Kourou qui était en couche et qui est décédée tout simplement parce que les voies étaient barrées. Mais peut-être qu'elle est quelque part, elle n'a rien à voir avec la politique, elle ne sait même pas de quoi on parle, mais elle a perdu la vie en voulant donner la vie. Donc il faut véritablement une culture politique, civique à notre classe politique. Docteur Sylvain Nguessan, tout à l'heure, vous indiquiez que la Constitution pourrait poser problème en quelques articles, en quelques dispositions, mais Ité Sendou ne semblait pas être d'accord. Quels sont les points que vous souhaitez qu'on revise dans la Constitution? Merci. L'article 183 doit être écrit en des termes clairs, lisibles, compréhensibles par tout le monde, comme ce qu'il a fait le Bénin. Ça, c'est un. Deux, je reviens encore sur l'article 67. Le président de la chef de l'administration, il nomme aux emplois civils et militaires. C'est trop fort pour un homme. Il va falloir que le président nomme à certains postes clés en consultant certaines institutions. Ça, c'est de deux. Le troisième sur lequel j'allais finir, c'est les deux derniers. Les articles 128 et 129 de notre Constitution. Parce qu'en même temps que vous les citez, vous pouvez indiquer succinctement ce que ces articles... Justement. L'article 183, c'est ce qui, au regard de précédent, la limite de mandat. 183 et 55, donc ensemble. Pour l'article 67, c'est le président et le chef de l'administration, il nomme aux emplois civils et militaires. À mon avis, c'est assez fort, un régime présidentialiste. Il va falloir nommer à certains postes clés en consultant au moins certaines institutions. Ça peut être le Sénat, ça peut être l'Assemblée nationale, ça peut être le Conseil économique. Mais il faut trouver une formule pour diluer ça un peu. Et enfin, les articles 128 et 129 portant composition et fonctionnement du Conseil constitutionnel. Le président nomme le président du Conseil constitutionnel. Il nomme 3 conseillers. Ensuite, le président de l'Assemblée nationale nomme 2 conseillers.
Et enfin, le président du Sénat nomme un conseiller. Voici la composition du Conseil constitutionnel. Quand on sait que le président du Sénat lui-même est nommé pratiquement par le président de la République, cela permet au président, in fine, sur les 7 membres du Conseil constitutionnel, de nommer 5 membres. C'est trop. Cela peut jeter l'émoi, la suspicion de tous ceux qui se retrouvent dans l'opposition. Encore une fois, ce n'est pas une affaire de Ouattara, de Bédié, de Gbagbo ou de Afi. Un tel président qui peut nommer 5 membres sur le Conseil constitutionnel, toute opposition peut remettre en cause ou suspecter la composition, le fonctionnement et donc les décisions de ce Conseil constitutionnel. Alors que le Conseil constitutionnel peut avoir fait un très bon travail, un travail lucide. Je ne juge pas encore ce qui est fait, mais du fait que cela soit dominé, encore que généralement chez nous, l'Assemblée nationale est dominée par le parti qui remporte la présidentielle. Donc les 7 membres du Conseil constitutionnel sont nommés par une seule personne, c'est trop. Il faut trouver une formule pour diluer un peu ça. Meïté Sando, réaction? Absolument pas d'accord. Absolument. C'est la preuve, effectivement, que le problème aujourd'hui... En quoi est-ce que l'article 183 et les articles subséquents que vous avez énumérés tout à l'heure ont quelque chose à voir avec les difficultés qu'on a eues pendant les élections? Je peux répondre? En quoi est-ce que... Enfin, on le laisse terminer, puis je donne la parole. Moi, je donne quand même des petits exemples. Mais aux États-Unis, dernièrement, il y a eu un bras de fer autour de la nomination du dernier membre de la Cour suprême, n'est-ce pas, de la Cour suprême. Mais là-bas, c'est très clair, c'est le président de la République. Qui a proposé... Est-ce qu'il n'y a pas eu de débat au Sénat? Je finis. Voilà. Voilà, je finis. Et je finis sur un point. Imaginez que toutes ces réformes que vous évoquez, en termes de dilution vraiment du pouvoir du président de la République, l'affaiblissement vraiment du présidentialisme fort dont on parle et tout, interviennent. Regardez, déjà, on a un système présidentiel fort. Regardez déjà vraiment la situation. Est-ce que ce n'est pas la force du président finalement qui pose problème? Non, absolument pas. Moi, je ne trouve pas. Moi, je trouve que vous seriez dans l'opposition qu'un seul individu nommerait les 7 membres du Conseil constitutionnel, c'est là que vous générez. Je ne crois pas. Je crois qu'on épiloguerait vraiment indéfiniment. Je ne crois pas que ce soit cela le problème. Dans un pays comme la Côte d'Ivoire, il est devenu nécessaire que le pouvoir soit tenu. Nécessairement. Non, mais le pouvoir judiciaire en Côte d'Ivoire, il est libre et autonome. Au moins, la Constitution parle de division des pouvoirs. Comment l'exécutif peut interférer au sein du pouvoir juridique, le 3e pouvoir, jusqu'à ce niveau? Ça l'a fait? En fait, je pense que le débat sur les pouvoirs du président ne doivent pas viser à remettre en cause l'idée que c'est une personnalité élue au suffrage universel. Il est investi par le peuple. C'est-à-dire, il est élu à une élection. Ça, on peut faire ce débat aujourd'hui pour dire l'élection est à oublier, l'élection est mauvaise, elle n'a pas été inclusive. Mais dans une situation où le président de la République est l'émanation de la majorité de la population, le peuple lui donne le pouvoir, quel mal il y a à ce que dans sa gouvernance, il soit le chef de l'administration? La Constitution a été rédigée dans cet esprit-là. Le peuple lui transfère son pouvoir et le donne à un individu. Bon, vouloir le diluer après, à gauche, à droite, peut à la limite, comme il a dit, poser problème. Les autres institutions n'ont pas le même niveau de légitimité que le président de la République. L'Assemblée nationale, c'est des députés élus. Comme il le dit, le Sénat, c'est des gens élus individuellement qui forment une majorité. Cette majorité n'a pas la même base populaire, le même niveau de légitimité qu'un individu, une personnalité élue au suffrage universel. Donc, il ne faut pas oublier cet aspect. Cela dit, je conviens qu'il y a certaines précisions qu'il faut faire sur la Constitution, notamment l'article 58. J'étais dans des discussions tout à l'heure avec des amis. Voyez-vous, la Constitution de 2016, j'ai souvent évoqué la question du vice-président qui n'est plus élu au suffrage universel en même temps que le président, en soulevant que cela a semblé arranger tout le monde et que l'opposition n'a pas formulé trop de griefs sur la question parce que cela permettait à chacun d'aller à l'élection présidentielle individuellement sans avoir à déclarer eux tous, le président Bédié, Afi N'Guessan, le président Laurent Gbagbo, Guillaume Soro, a présenté immédiatement leur vice-président et tous les problèmes que cela pouvait causer. Donc c'est une réforme malgré le contexte qui semble avoir arrangé tout le monde et puis les gens y sont partis. Mais aujourd'hui, la Constitution prescrit que le président prête serment en présence du vice-président. On supposait que le vice-président était élu en même temps que lui, puisqu'il n'a aucune charge à faire avant qu'il y ait une absence. Donc lui, il ne prêtait pas serment, il me semble, en qualité de vice-président. Mais il devait assister à la prestation du vice-président, du président de la République. Mais aujourd'hui,
on considère, les gens sont en train de se poser des questions, mais ils sont tous allés à l'élection sans vice-président. Comment un vice-président pouvait-il assister à leur prestation de serment s'il n'était pas encore nommé avec une Assemblée nationale valide pour pouvoir entériner sa nomination? Puisque le Parlement qui est là, on considère qu'il est forclos bientôt. Donc, un président vient d'être élu. On suppose que ce n'est pas le président Alassane Ouattara. Il doit prêter serment le 8 décembre. Ce Parlement doit partir, il est en train de partir. Et le président n'a pas envie de faire valider le choix de son vice-président par un Parlement sortant. Il attend qu'un nouveau Parlement soit nommé, soit élu. On fait comment pour sa prestation de serment? Voici des choses à harmoniser dans la Constitution, des détails de ce genre, et non forcément en revenir sur les pouvoirs du président. Concernant l'article 183, moi j'estime que les gens, c'est une question d'interprétation. On ne finira jamais avec les interprétations. Et justement, ce qui semblait dire, est-ce qu'il ne faut pas mettre des articles clairement établis qui évitent l'interprétation? Moi, je crois, si je peux me permettre très rapidement. Vous savez, ce libéralisme politique à tout craint, hein, cette indexation du calibrage juridique, du calibrage constitutionnel, institutionnel de nos institutions. Vous avez comparé notre constitution, sur cet article avec la sous-région. Est-ce que vous avez fait une comparaison entre l'article 183 et celui du Togo? Docteur, il termine et je vous donne la parole. Sur ce qui se passe à l'étranger, je suis désolé. Si ce n'est pas accompagné de ce qu'on disait tout à l'heure, d'une culture démocratique vraiment profonde au sein de la classe politique, si cela n'est pas véritablement accompagné d'une culture démocratique, ça va nous amener à un blocage institutionnel. Mais les interprétations, regardez déjà l'interprétation autour de l'article 183, ce à quoi ça nous mène. A fortiori, si on met des lignes rigides avec la théorie de la séparation des pouvoirs entre les institutions. Forcément, la Côte d'Ivoire va rentrer non seulement dans un blocage institutionnel, dans un blocage politique. Et puis bon, les conséquences, effectivement, qu'on a vécues seront hautement plus dommageables. Docteur Sylvain Nguessan, la Côte d'Ivoire doit aller à la démocratie un tout petit peu à son rythme. Vous avez benchmarké, vous avez comparé notre constitution. Prenez le cas du Bénin. C'est pratiquement écrit en ces termes. Aucun Béninois, durant sa vie, ne peut exercer plus de 2 mandats présidentiels. À peu près. Celui qui a un niveau CP2, CE1, CE2, comprend, ça ne prête pas problème. Et vous souhaitez que ce soit clair comme ça pour éviter des révisions, pour mettre autant de précision. Voilà, un Ivoirien durant toute sa vie ne peut pas exercer. Les réformes constitutionnelles au Bénin qui sont en cours. Oui, ça, on a souligné, on est d'accord sur ça. On a dit, elle a plusieurs reprises à souhaiter qu'il y ait beaucoup plus de précision. Lors du débat sur la candidature valable ou pas, on a soulevé la question. En l'absence d'une formulation de cette nature-là, il était difficile de faire prospérer la thèse de l'inconstitutionnalité de la candidature du président Ouattara. Donc, pour éviter que cela se répète, il faudra l'écrire en un terme clair comme ça pour éviter 1001 interprétations. Tout à fait. Sylvain Debaï. À condition d'être totalement d'accord aussi sur la limitation de mandat. Ça, c'est un autre débat. Sylvain, allez-y. Ce que Sylvain Nguessan a souligné est peut-être vrai, c'est-à-dire que le président de la République qui a beaucoup de pouvoir, etc. Mais je dirais que dans notre Constitution, et sinon, quand on regarde nos textes, la Côte d'Ivoire n'a pas véritablement de problème de texte. Le problème que nous avons, c'est l'application souvent des textes qui suscitent des interprétations à n'en point finir, comme on vient d'assister à ce débat sur l'article 183. On a même fait ce débat-là ici. Et finalement, bon, le Conseil constitutionnel a tranché. Est-ce que c'est dans le bon sens? Est-ce que ce n'est pas dans le bon sens? La preuve, le débat continue toujours. Voilà. Donc, à mon avis, on n'a pas de problème. On n'a pas de problème de tests. Même si les tests qui sont là, il faut toujours les améliorer. Alafé le disait tout à l'heure, aujourd'hui, le président doit prêter serment avec le vice-président comme le prescrit la Constitution. Et on va vers le 8 décembre. Quelle marge de manœuvre a-t-il pour nommer maintenant un vice-président? Bon, voyez-vous, ce sont des choses... Quand vous dites que le président de la République n'a pas le droit de prester serment sans un vice-président. Oui, c'est ce que certains pensent, en supposant, par exemple, que le président en exercice sortant n'ait pas été réélu. En supposant que Kakabe a été élu. Comment il nomme son vice-président pour que celui-ci assiste à sa prestation de serment? Alors là, il fallait y penser. Oui, mais c'est ça. Ça veut donc dire qu'il n'y a pas eu un test qui parle de continuité de la législation. Ça veut donc dire que la présence... Donc la disposition a été prise. On ne va pas tous parler ensemble. La disposition a été prise. Le président de la République a pris un décret pour dire, au cas où il y aurait empêchement d'organiser des élections, au cas où il devrait avoir un vide juridique, l'Assemblée nationale qui est là continue son mandat jusqu'à... Mais il n'y a pas d'empêchement pour l'instant. Je pense que ce débat sur les réformes constitutionnelles
il faut essayer quand même de les relativiser. Aucune constitution n'est parfaite. Même celle des États-Unis qui avait de près de 200 ans. Il y a toujours des améliorations. Même le président il a dit que dès qu'il sera là, ça s'attellera à modifier quelques articles. Donc cela veut dire qu'une constitution, on l'adapte. Mais il faut aussi faire référence à la nature du régime. Nous sommes dans un régime présidentialiste où il est écrit noir sur blanc que le président, le chef suffragant des armées, il nomme aux emplois civils et militaires. À partir du moment où, en toute connaissance de cause, on soumet ce texte à référendum et on l'adopte, bon, on ne peut pas par derrière revenir pour dire que non, c'est vrai si dans les faits, on se rend compte qu'il y a quelque chose, on peut la modifier. Aucune constitution n'est intangible, on peut tout la modifier. Et comme ce que Sylvain a dit, le vrai point, comme on le dit chez nous, c'est ça. Il n'y a pas de problème de texte, c'est le problème des personnes. Dans certains pays de la sous-région, ce sont les ministères de l'Intérieur qui organisent les élections. Mais il n'y a jamais de problème. Mais certains pouvaient dire, écoutez, le président nomme un ministre de l'Intérieur qui organise une élection, a priori, il pourrait tricher. Mais le ministère de l'Intérieur organise des élections et les régimes, les présidents en place ont perdu. Donc il faut des hommes de qualité pour animer nos institutions. Il faut éviter surtout des suspicions sur ce que pourrait faire tel ou tel autre. Absolument. Alors, autre sujet, au lendemain de l'annonce par la Commission électorale indépendante de la réélection du président Alassane Ouattara, l'opposition a indiqué ne pas reconnaître cette élection et cette victoire. Elle a créé un Conseil national de transition en vue d'organiser les élections selon ses termes, justes, transparentes et inclusives. Un complot contre l'autorité de l'État, réagit le gouvernement ivoirien qui annonce des poursuites judiciaires. Mercredi, un communiqué d'un collectif d'avocats d'Henri Konan Bédié dénonçait une tentative illégale d'arrestation de leurs clients. Et depuis, l'actualité a bien évolué. On en parle juste après ce sujet de Pierre Dippomelin. Le président du FPI, Pascal Afine-Guessan, a été interpellé par les forces de l'ordre dans la nuit de vendredi à samedi. Son arrestation intervient suite à une enquête ouverte par le procureur de la République près du tribunal de première instance d'Abidjan-Plateau contre les responsables de partis et groupements politiques de l'opposition ayant appelé à la désobéissance civile. Il était poursuivi par la justice ivoirienne pour complot contre l'autorité de l'État et l'intégrité du territoire national. Notons que le président du FPI, Pascal Afine-Guessan, était parmi les 4 candidats retenus pour l'élection présidentielle sur une liste de 44 personnes. C'est en désaccord avec la candidature du président Alassane Ouattara à cette élection qu'il avait formé, avec d'autres membres de l'opposition, un front pour faire blocus, une plateforme qui a conduit à l'appel au boycott de l'élection présidentielle et à la mise en place d'un Conseil national de transition, CNT. Et puis à montrer, hein. C'est bon. Monsieur, on vient de voir ce sujet qui relate un peu ce qui s'est passé cette semaine. L'annonce de la mise sur pied d'un Conseil national de transition, le gouvernement ne l'a pas entendu de cette oreille-là. Finalement, le ton s'est durci, le bras de fer a été engagé. Comment réagissez, docteur Sylvain Nguessan? À mon avis, je le dis clairement, l'opposition n'aurait pas dû. On n'aurait pas dû annoncer la mise en place de ce Conseil national de transition? Il n'y a pas de fondement juridique dans un État. L'opposition avait tout au lieu de se mettre, c'est ce que je disais tantôt, au lieu de se mettre derrière le président Bédié et reconnaître maintenant son leadership pour faire de lui le patron de l'opposition, ils auraient mieux fait de s'allier derrière le président Bédié comme le candidat de l'opposition, quitte à ce que M. Afine-Guessan retire sa candidature. Et on aurait vu le poids réel de l'opposition et du parti du candidat sortant. Vous refusez de participer à une élection, vous suscitez un comité dit de transition avec volonté de former un gouvernement. Quelqu'un dirait, même Soro Guillaume en 2002 n'a pas osé former un gouvernement. Non, c'est trop fort. Meïté Sendou. Moi, je crois que cet épisode, vraiment, est d'une extrême grande tristesse. Et je pense à ce que chacun des citoyens en Côte d'Ivoire peut ressentir vraiment en regardant ces images et en entendant la formation de ce Conseil national de transition. Et bon, mais je m'en réfère également vraiment à l'image que la Côte d'Ivoire peut offrir à l'extérieur. Principalement, pour le président Bédié, moi, je suis extrêmement triste parce que démarrer une carrière de putschiste à 86 ans, je pense que c'est malheureusement véritablement une triste manière, en tout cas vraiment de clôturer une carrière. Moi, je m'en remets à ce que Sylvain Nguessan disait tout à l'heure. Je l'attendais là-dessus et bon, je m'aligne parfaitement sur cela, quoi. J'ai eu l'occasion de m'exprimer là-dessus. Ça n'a aucun fondement juridique. Vous ne pouvez pas, à longueur de campagne pendant 3 mois,
fonder et tout ça, vos revendications, la plateforme revendicative et tout ça démocratique sur la Constitution, et puis après, vraiment agir totalement hors du droit. Donc je pense qu'effectivement, Bernard, complètement ubuesque. Bon, oui, effectivement, comme les uns et les autres l'ont déjà dit, hein, là je reprends à propos de mon ami et frère Debailly. Je pense que cette affaire de CND, c'est une parenthèse à très vite oubliée, parce que cela n'honore pas notre pays. Non, il a utilisé l'expression pour parler... Voilà, non, mais disons que comment instaurer, bien décréter une transition qui obéit à quelles règles? La vraie question, on se livre en spectacle au reste du monde, et comme l'a dit ici Denis, cela revient à la question qu'on a toujours posée, peut-être sur ce plateau ici, à l'offre politique que notre classe politique a vis-à-vis des militants. Nous avons une opposition qui refuse d'aller à une élection et qui décrète une désobéissance civile qui n'est pas suivie. On tente d'instaurer une psychose comme quoi le 31 octobre, il n'y aura pas d'élection en Côte d'Ivoire. Certains parmi eux nous ont même dit d'écrire en langue indélébile le 30 octobre, il n'y aura pas d'élection. Tout ceci pour s'aimer la psychose au sein des Ivoiriens au regard de l'espérance de 2010. Ça ne marche pas, on finit, on ne sait pas où aller, on dit bon écoutez, on va instaurer une transition. Une transition, pourquoi? On ne sait pas. Donc manifestement, je pense que tout gouvernement responsable a le droit de réagir comme le gouvernement est en train de réagir actuellement. Sylvain Debailly, c'est aussi votre avis ou... Moi, je pense que dans cette affaire-là, il faudra peut-être poser la question aux organisateurs ou aux inspirateurs de ce conseil de transition. Ils ont peut-être leurs raisons. Et il faudra peut-être leur poser la question. En tout cas, les raisons évoquées, elles sont connues. Hein. Ils estiment que la candidature du président Ouattara était anticonstitutionnelle, que la CEI n'était pas équilibrée et tout le reste. Tout à fait. C'est les raisons qu'ils donnent. Donc, le Conseil national de transition, à leur avis, est motivé. Mais au-delà de cette question, je pense que souvent, quand on parle de l'effet ou bien quand on parle des conséquences, il faut s'intéresser également à la cause. Comment en est-on arrivé là? Je crois que l'opposition était dans un cheminement qui, depuis le début, pour elle, ça ne devait être que la finalité du Conseil national de transition. Donc, mettre de côté le président Ouattara qui ne reconnaissent plus comme président, ils avaient déjà même lancé cet avertissement pour qui suit l'actualité ivoirienne. Donc, pour dire que ce n'est pas une surprise. Ce n'est pas une surprise, mais je le disais tout à l'heure que cette parenthèse-là, il faut l'oublier. Il faut l'oublier et passer à autre chose. Il faut changer de cap maintenant. On a fait 30 ans de crise. Je pense que la classe politique ivoirienne mérite, sinon la population ivoirienne mérite mieux. Il faut que, comme l'a dit mon ami Bernard, une nouvelle offre politique, en tout cas dénuée de tout ce que nous sommes en train de voir, nous jeunes générations, ce que nous sommes en train de voir, parce que c'est dangereux, ça pourrait laisser un précédent dangereux, parce que c'est des attitudes qui peuvent contaminer la nouvelle génération. Donc il faut aller au-delà, il faut dépassionner les débats, il faut sortir des intrigues pour un vrai dialogue national qui va finir par aboutir à ce que les Ivoiriens souhaitent pour demain. Ce que les Ivoiriens souhaitent, je pense que c'est la paix, hein. Parce qu'on l'a vu, au lendemain de l'élection, c'est vrai qu'il y a eu une crispation, on a vu ces rues désertes, on a vu ces magasins fermés, mais 2 jours après, pas parce que les Ivoiriens ont accepté l'élection dans leur ensemble, mais ils étaient déjà mis devant le fait accompli, ils se sont dit alors, sortons de nos maisons, sortons de nos torpeurs, allons-y, reprenons nos activités sans que l'autorité politique ou administrative ait eu à lancer des appels. Voilà ce que les Ivoiriens veulent. Il faut leur donner cette volonté de vivre ensemble, cette volonté de paix. Et la classe politique a un rôle à jouer dans la nouvelle Côte d'Ivoire qui doit venir. Oui, je voudrais rappeler que depuis pratiquement 2011, les partisans du président Laurent Gbagbo n'ont pas collaboré directement avec le gouvernement RHDP, le régime Ouattara. Et c'est justement pour cette collaboration que Afin Guessan a été rejeté, excommunié du FPI. Et en 2015, le FPI a lancé un boycott de l'élection présidentielle qui n'était pas actif, qui n'était pas violent. Mais cette élection ne les a pas concernés. Et aucune des élections s'étant déroulées en Côte d'Ivoire depuis la chute du président Laurent Gbagbo n'a concerné le FPI resté fidèle au président Laurent Gbagbo.
Ils étaient en exil, ils étaient en prison, le président Laurent Gbagbo était là où l'on sait. Mais à aucun moment, on a vu ce FPI-là mettre en place des organes parallèles pour gouverner la Côte d'Ivoire, ni de l'exil, ni d'ailleurs. C'est d'ailleurs à juste titre que le président Gbagbo et ses proches ont fait savoir leur opposition à ce Conseil national de transition. Et je déplore que, je m'étonne que les réserves du président Laurent Gbagbo exprimées par Assoadou et le professeur Ouénien n'aient pas été prises en compte et que malgré ces réserves, ce Conseil national de transition a été mis en place. Mais aujourd'hui, il faut considérer que c'est certainement une initiative qui n'a pas pu prospérer puisqu'on a vu des communiqués signés par les avocats du président Bédié qui n'ont pas fait mention de cette qualité de président des CNT pour leurs clients. On a vu le vice-président, coordonnateur des vice-présidents du PDCI, Ouassena, signer un communiqué où il ne fait pas mention de la qualité de président des CNT du président Bédié. Donc on peut considérer même que cette affaire-là n'a pas prospéré. C'est cela. Alors depuis ces dernières 24 heures, une rumeur faisant état de Pascal Affi-N'Guessan qui serait dans un état critique. Nous sommes en mesure de vous indiquer que cela n'est pas le cas. Tout à l'heure, au cours de cette émission, si la réalisation nous en donne l'occasion, nous montrerons une vidéo qui donne effectivement une autre version de cette affaire concernant Pascal Affi-N'Guessan. Tout à l'heure, vous vouliez réagir, docteur Sylvain N'Guessan? Justement, en parlant de motivation dont parlait mon voisin tout à l'heure de l'opposition, puisque la plateforme de la coalition a été mise en place pour le respect de la Constitution, et l'article 59 de notre Constitution qui dit que le président sortant reste en poste jusqu'à ce que le futur président prête serment. Voilà. Donc vous ne comprenez pas qu'on parle de vacances de pouvoir. Voilà, même si l'élection du 31 octobre, il y avait un mécanisme pour l'annuler, mais le président Ouattara reste en fonction jusqu'à ce que le futur président soit élu et qu'il prête serment. Donc, bon, il n'y a vraiment pas lieu de mettre en place ce CNT-là. Alors, oui, Kra. Bon, à côté de ce que dit le docteur Issa, moi, c'est un peu... Je vais m'inviter un peu dans la tête de ceux qui ont décidé de mettre sur pied cette transition-là. Alors, quand on veut mettre sur pied ou bien on veut instaurer une transition, cela suppose qu'on a des soutiens, on a des moyens, on a des ressources qui sont de nature à contraindre le camp adverse à accepter les clauses de cette transition ou à les négocier. Mais dans le cas d'espèce, l'opposition n'avait aucune stratégie. Tout se limitait à des déclarations de presse ou à l'activité des activistes sur les réseaux sociaux. Mais une transition, ce n'est pas sur les réseaux sociaux, ce n'est pas dans le salon d'un ancien président. Une transition, c'est sûr, il faut avoir des contacts. Rien n'était... Et moi, ce qui me désole, c'est qu'ils ont entraîné des jeunes Ivoiriens qui sont sortis, qui ont obéi à certains mots d'ordre et qui sont partis. Malheureusement, certains d'entre eux ont rencontré la mort. Des Ivoiriens ont perdu leurs biens du simple fait de ces mots d'ordre qui sont improduits. Et aujourd'hui, tout le monde se rend compte qu'il fallait éviter cela. C'est vrai, on a parlé des causes, mais bon... est-ce que ça valait la peine d'annoncer une transition? Moi, il ne dit même pas que ça a été d'annoncer, ça a été annoncé nulle part ces dernières 24 heures. Je n'ai vu nulle part où on parle d'une administration de transition qui a opéré. Donc, c'est le simple effet d'annonce à provoquer des morts. Donc, vraiment, il faut beaucoup de responsabilités. Oui, je dirais que c'est peut-être notre histoire et il faut l'assumer. En le faisant, ils avaient peut-être en tête la petite République du Golfe. Ça fait partie de notre histoire, donc ça a dû inspirer... La République du Golfe était ça a dû inspirer tout à fait légitime. Non, mais vous n'allez pas parler tous à la fois. On laisse Sylvain terminer et puis je vous donne la parole. Je termine. Mais l'analyse qu'il fallait faire, c'est que pour que cette République du Golfe se mette en place en 2010, il y avait quand même un contexte qui n'est pas celui d'aujourd'hui. Donc l'opposition devrait quand même réfléchir peut-être, trouver autre chose pour contrer le président élu Alassane Ouattara. Parce qu'en 2010, je le répète encore, le contexte n'était pas le même. Quand il y a eu l'histoire du Golf Hotel, il y avait déjà une armée, l'opposition avait une armée, il y avait quand même des soutiens diplomatiques, etc. Est-ce que c'était le cas aujourd'hui? Pourquoi mettre en place? Bon, je crois qu'il faut aller au-delà. Très bien. Alors, la vidéo d'infirmation, justement, de
de la mort de Pascal Affi-N'Guessan à présent disponible. Je vous propose de la suivre maintenant. Les réseaux sociaux disent que vous êtes décédé. C'est vrai ou c'est faux? Non, c'est faux. Je suis en bonne santé. C'est de l'intox? C'est de l'intox? D'accord. Donc vous pouvez faire un message à l'endroit de tout le monde pour dire que vous êtes bien portant, que vous n'avez rien, que c'est de l'intox? Oui, c'est de l'intox. Bon, donc je vous écoute alors. Je me porte bien. Non, je vous écoute, allez-y. Non, je me porte bien. C'est l'intox, disons, je ne suis pas décédé en tout cas. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche, comme bien là. Oui, c'est le 8, hein? Oui. Nous sommes le dimanche 8 novembre 2020. Je ne suis pas décédé. Je me porte bien. Est-ce que vous avez été torturé? Non, pas du tout. Vous avez été électrocuté? J'ai été bien reçu par... ne dites pas de nom. Mais vous, qu'est-ce que vous mangez? Je n'ai pas été torturé. Qu'est-ce que vous mangez là? Là, je mange des frites avec un steak. Ok, merci beaucoup. Ok, ça nous rassure. Hier, vous avez mangé quoi? Des petits pois avec un poulet. Ok, ça nous rassure. Ça nous rassure. Merci, monsieur le ministre. Voilà, monsieur, voilà qui met terme à cette polémique qui s'était emparée notamment des réseaux sociaux, où certains affirmaient avoir des confirmations de ce que le Premier ministre Pascal Affi-N'Guessan était passé de vie à trépas. Comment vous réagissez? Donc, nous-mêmes, en entrant sur le studio, on était alertés. Et je pense que Augustin Couillon, notre confrère qui n'a pas pu arriver, était certainement sous le stress, sous la pression de cette information. Il n'était pas tranquille pour être sur le plateau. C'est une bonne nouvelle qu'il soit en vie. Et il faut souhaiter que les conditions soient créées pour sortir de cette situation que personne ne souhaite. Afin que le dialogue politique normal se reprenne et se poursuive. Et en même temps, cette situation interpelle sur la nécessité de la responsabilité des uns et des autres. Voyez-vous ce qui s'est passé au Mali? Le président Ibeka a été bloqué quelques jours, il est allé, il est revenu, aujourd'hui il est libre. Mais lorsque leur transition a été mise en place et qu'un nouveau régime a été installé après la chute de l'ancien, des mesures ont dû être prises. Aujourd'hui, on peut dénoncer un certain nombre de choses, certes, mais il est évident que si le CNT, version président Bédia, avait réussi, ils auraient fait la même chose. Ouais, ils allaient arrêter les dirigeants actuels et ils allaient les neutraliser, les empêcher de lancer la résistance pour les renverser, n'est-ce pas? Et donc, ça n'a pas marché. Il faut qu'ils permettent que des dispositions soient prises pour empêcher cette sédition et cette insurrection de prospérer. Tout à l'heure, vous parliez de dialogue. Et au cours de la semaine, justement, l'avocate de l'ex-président Laurent Gbagbo, maître Habiba Touré, a pondu un communiqué indiquant que le président Laurent Gbagbo a appelé le Premier ministre Ahmed Bakayoko pour l'inviter à moins durcir le ton avec l'opposition et notamment à ouvrir le dialogue. Réaction, Dr Sylvain N'Guessan? En tout cas, moi, ça m'a soulagé d'entendre que le président Laurent Gbagbo a appelé le Premier ministre Ahmed Bakayoko, deux personnages que je place quand même au centre du contexte que nous traversons présentement. C'est vrai que le Premier ministre n'est que Premier ministre pour le moment d'un président, donc il ne fait qu'exécuter. Mais le fait que ce soit lui que le président Laurent Gbagbo a choisi d'appeler, il connaît plusieurs personnes en Côte d'Ivoire, ça veut dire quand même que le Premier ministre Ahmed Bakayoko a un certain rôle à jouer. Peut-être aussi par définition, en général, ces dernières années, c'est le Premier ministre qui conduit les dialogues politiques. Oui, mais il aurait pu appeler une autre personne. Je pense que si Mme Dagri Diabaté n'avait pas pris de l'âge, ça aurait été elle ou bien le Premier ministre Ahmed Bakayoko. Encore prendre un téléphone. Au nom de leur personnalité, au nom de toujours ce schéma, la recherche du consensus qu'ils ont toujours prôné autour de, vous connaissez un peu mon histoire avec le Premier ministre Ahmed Bakayoko. Donc je suis vraiment content qu'il ait appelé le Premier ministre Ahmed Bakayoko, que le communiqué qu'on a lu, elle dit que le Premier ministre a dit avoir pris note, qu'il ferait tout pour que cette situation puisse s'améliorer. C'est salutaire, si le Premier ministre Affi-N'Guessan est encore en vie, tout ça, les mettre en résidence surveillée, ils ont quand même un certain âge déjà, comme le disait à la fin tantôt, et puis sortir de ce schéma-là qui invite à oublier, passer à autre chose. Sylvain? Oui, ce fait-là peut être un motif de satisfaction quelque part. Ça supposerait que, malgré les intrigues, il y a des contacts souterrains. Et c'est heureux, c'est la Côte d'Ivoire que nous voulons, cette Côte d'Ivoire-là. C'est-à-dire où les gens, malgré leurs divergences, se parlent
Sous Laurent Gbagbo, on a eu à couvrir des événements à la présidence. Et quand on voit comment Ariel Dagri-Diabaté et Laurent Gbagbo se taquinent, comment Ahmed Bakayoko et Laurent Gbagbo se taquinent, mais vous direz que... après, quand on vous dit qu'ils sont opposés, vous n'allez pas croire. C'est de cette Côte d'Ivoire-là que nous rêvons, nous autres. C'est pour cela que, comme l'a dit Sylvain Guessan tout à l'heure, il faut maintenant passer à autre chose. Et il soutient à la fin quand il dit qu'il faut mettre en place ce dialogue-là, dans le respect des uns et des autres, pour qu'on puisse sortir de là rapidement. C'est une mauvaise impasse, il faut en sortir. Absolument. Krah Bernard, je vous donne la parole tout à l'heure. À vous aussi, Meïté Sendou. Ce sera juste après cette petite pause. Retour sur le plateau de NCI 360 et avant la pause, nous parlions justement du Conseil national de transition annoncé pour être mis en place par les leaders de l'opposition ivoirienne. Aujourd'hui, la plupart de ces leaders de l'opposition, pour certains, sont chez eux, notamment le président Henri Konan Bédié, qui est chez lui, avec une présence policière aux alentours de sa résidence. Pareil pour Assou Adou et bien d'autres leaders. Jusqu'à présent, aucune nouvelle d'Albert Mabry Troiqueux. Safin Guessan vient de le voir dans les images de tout à l'heure. Vous pensez qu'on pourrait retourner à un dialogue appelé de tous ses voeux, comme on le disait tout à l'heure avant la pause par le président Laurent Gbagbo? Mais moi, je pense prioritairement que pour le principe, en attendant effectivement que le dialogue politique s'ouvre, il faut laisser force à la loi. On est tous d'accord autour de ce plateau que le CNT est totalement illégal. N'a aucun fondement légal, aucun fondement constitutionnel. Le procureur a été instrumenté par le garde des Sceaux, mais il faut laisser vraiment force à la loi parce qu'il est bon aussi que la Côte d'Ivoire prenne définitivement date et que pour les élections qui viennent, pour les échéances qui viennent et pour l'histoire politique de la Côte d'Ivoire qui va se tresser dans l'avenir, un tel épisode ne se reproduise plus jamais. La deuxième chose que je dis, pour essayer de revenir un tout petit peu en arrière, après la vidéo bien heureuse qu'on a vue d'Afin Guessan, ça nous remplit de joie parce qu'il est bon, et cela nous rappelle quelques épisodes un peu plus malheureux, où en Côte d'Ivoire, en 2002 notamment, quand la crise de 2002 a commencé, quand la rébellion de 2002 a commencé, ça a eu pour incidence directe l'assassinat du général Gueye au détour de la Corniche. Il est bon que la Côte d'Ivoire mette fin définitivement au cycle des assassinats en matière politique. Et la dernière chose que ça m'inspire, parce que c'est vrai, je ne réponds pas à votre question, mais je regarde un peu l'atmosphère. Cette affaire d'Afin Guessan a été alimentée par la rumeur. Et moi, j'ai vu ça, je crois, sur quelques sites ou quelques blogs, sur les réseaux sociaux. Qui ont un lien notamment avec l'ancien président de l'Assemblée nationale, avec Guillaume Kiba-Fori Soro. Et je pense que le poids des rumeurs et la responsabilité de Guillaume Kiba-Fori Soro dans cette crise est à regarder de très près. Et j'ai bien le sentiment, et je le dis en pesant mes mots, je crois que Guillaume Kiba-Fori Soro a décidé de créer un mouvement qu'il dit citoyen, Génération et Peuple Solidaire, mais qui en fait, on le voit, avec l'évolution de l'actualité ces 3 derniers mois, n'est que la vitrine légale d'une vaste entreprise de déstabilisation. Et je pense que la Côte d'Ivoire devra, à un moment ou à un autre, faire face à cela. Alors justement, parlant de Guillaume Soro, juste avant... Quand c'était légal. S'il vous plaît, messieurs. Alors, juste avant... J'en suis parti quand c'est devenu illégal. S'il vous plaît, messieurs. Juste avant la sortie du président Laurent Gbagbo, effectivement, ce même soir-là, Guillaume Kiba-Fori Soro a fait une vidéo dans laquelle il demandait aux forces armées, il en a appelé aux officiers supérieurs, aux officiers généraux, enfin... tous les corps de l'armée, à prendre leurs responsabilités, à se regarder dans le miroir de leur âme, pour prendre leurs responsabilités. C'était à demi-mot un discours pour les inviter à utiliser la force. Docteur Sylvain Guessan, vous avez certainement suivi cette vidéo. Bon, pour le peu que je sais de M. Guillaume Soro, contrairement à M. Meïté Sendou... Sylvain, ne m'indexez pas. Je peux le faire tout seul. Docteur Sylvain, allez-y. Je prends mes responsabilités. Pour le peu que je sais de M. Soro Guillaume, cela a toujours fait partie de son style de leadership politique. C'est-à-dire
Le recours aux armes n'a jamais gêné M. Soro Guillaume. Contrairement à Laurent Gbagbo qui, quoi qu'on lui reproche, a toujours a toujours participé plus ou moins, contraint ou pas, depuis les années 60, enfin, depuis les années 80-90, quand il débute sa carrière politique. On a vu Laurent Gbagbo participer à plusieurs élections, autant d'Oufoué, Soubedi, etc. Contrairement à M. Guillaume Soro qui, quand il n'est pas d'accord, ne t'a pas vraiment fait monter la tension, à perturber le climat social. Donc c'est tout à fait normal que les deux styles soient différents. Juste. Oui, à la fin. Vous savez, le président Guillaume Soro a passé plusieurs années à se construire une autre posture, à montrer qu'il avait fini avec la rébellion, même s'il assumait, s'il la revendiquait, pour indiquer qu'il est désormais dans la politique, dans le temps politique. Ce dernier appel semble donner raison à ses détracteurs qui disent qu'il n'a jamais renoncé à être à nouveau Che Guevara, il n'a jamais renoncé à la violence, à l'action par les armes. Il aurait peut-être pu faire l'économie de ce trop appel-là. Et je pense qu'il aurait peut-être pu, ce jour-là, il a parlé le lendemain le président Gbagbo, et il a dit que le président Gbagbo a été d'un bon conseil et d'un entretien pertinent. Il a recadré. Peut-être que si la veille, si le jour de son discours, il avait donné à lire au président Gbagbo, celui qui était un ancien chef de l'État, comme il le dit, qui a toujours été un homme de dialogue, un homme pacifique, l'aurait dissuadé de faire un tel appel qui, à mon avis, ne fait que donner du grand amour à ses détracteurs. Debaï ? Oui, moi je voudrais analyser les faits de son discours. Est-ce que ce à quoi il a appelé, est-ce que ça a réussi ? Je pense qu'il est peut-être déconnecté des réalités ivoiriennes. Peut-être qu'il y a bien longtemps qu'il est parti de la Côte d'Ivoire. Donc, il ne semble pas mesurer la psychologie des Ivoiriens, aussi bien des civils que de l'armée. Mais c'est vraiment pas ce modèle-là que nous voulons construire. Je pense que tout cela, c'est ce que j'appelle les conséquences. C'est ce que j'appelle les conséquences, c'est-à-dire que c'est un cheminat depuis le début, mais il faut tout faire pour que des gens comme Guillaume Soro ne puissent pas prospérer. Et j'ai peut-être espoir que les nouvelles autorités, le gouvernement en place, trouvera les moyens de faire face à Guillaume Soro. Bon, je ne sais pas de quelle manière, mais je me dis que pour la paix en Côte d'Ivoire, il faut éviter ce genre de choses. Voilà. Wikra ? Oui, moi, l'attitude de Guillaume Soro aujourd'hui me ramène à l'image de la citadelle assiégée. Quand je revisite certains de ses propos, j'arrive difficilement à le comprendre. Et sa dernière sortie, véritablement, a crevé l'abcès. C'est-à-dire qu'en des termes très clairs, il invite l'armée à se lever pour renverser Ouattara. Et on sait qu'il est dans le fameux CNT de l'opposition. Et quand tu fais une telle déclaration depuis un pays étranger, tu ne donnes pas d'autres alternatives au régime en place que de s'en prendre à ceux qui sont là au plan local. Et le régime, c'est pourquoi il y a dit tout à l'heure, un régime qui est un gouvernement responsable va se comporter de la sorte. Albert Mabré-Touakus, Afin Guessan, Henri Konan Bédé font partie du CNT. Guillaume Soro dit qu'il fait partie du CNT et il appelle l'armée à renverser Ouattara. Qu'est-ce que vous voulez que le gouvernement fasse? Bon, aujourd'hui, s'ils sont en résidence surveillée, bon, on peut dire que c'est vrai, ils sont tous responsables, mais c'est bien plus par la faute de Guillaume Soro, et lui qui, contrairement à eux, n'est pas en résidence surveillée, et à Paris, on nous a dit qu'il fréquente des grands hôtels. Mais bon, lui, il n'a pas le même problème que ceux qui sont ici. Donc cela nous ramène, comme le débat l'a dit, peut-être qu'il a certainement, il est parti il n'y a pas longtemps, certes, mais peut-être la Côte d'Ivoire a changé. Mais quand on a une fois été mordu par un serpent, il faut se méfier du ver de terre. Guillaume Soro a déjà dirigé une rébellion. Et sait-on jamais, il faut être toujours sur ses gardes. En tout cas, la ville d'Abidjan par endroits et certaines villes de l'intérieur du pays ont été embrasées avant et après ce scrutin présidentiel du 31 octobre. C'est le cas, par exemple, de Toumoudi, une ville qui en passe d'être pacifiée par notamment la gendarmerie nationale. Je vous propose de suivre ce sujet de la rédaction et on en parle juste après. Toumoudi, localité de la région du Bélier, dans le centre du pays, porte encore les stigmates des folles violences intercommunautaires sur fond politique.
Sur les ruines de ce marché incendié, ces jeunes bénévoles, pinceaux, peintures et pancartes en main, s'activent à effacer les images qui enlaidissent la cité de Lagouti. Nous, les enfants de Toumoudi, on n'aime pas ça. On ne veut plus que cela se répète encore. Donc c'est pas la raison qu'on fait ça. Ça nous dépasse. Voilà. Ça fatigue notre esprit. En tant que jeunes de Toumoudi, on n'est pas habitué à voir ça. Voilà. Donc on ne veut plus que ça arrive. Donc nous sommes en train de sensibiliser la ville de Toumoudi et la jeunesse de Toumoudi. À l'arrière du marché totalement consumé par le feu de la haine et de la division, ce quartier. Ici, ont péri 4 habitants. Difficile pour cette sexagénaire et le chef de la famille endeuillé de contenir leurs émotions. C'est pas tout le monde qui aime la politique. Il y en a qui veulent vivre en paix. La vie n'a pas de prix. Aujourd'hui, ces 4 personnes-là, ils ne sont plus avec nous. Est-ce qu'on peut supporter ça? C'est difficile à supporter. Ma maman au grand cœur. Ma petite soeur très calme, couturière. Mon petit frère et sa copine. Mes frères et soeurs très calmes. Qu'est-ce qu'on a pu faire? Qu'est-ce qu'on a pu faire pour subir ce sort? On a quitté Bouaké avec la guerre. On est venu. Et voilà encore. Et ça a été un drame. Dans la ville, encore sous le choc, l'on déplore ces heurts venus déchirer le tissu social. Entre nous, c'est pas bon. Djoula, Baoulé, on n'est pas du. Il y a même. Notre papa, grand-papa, ils sont nés ici. Notre papa est né ici. Maman est née ici. Nous sommes nés ici. On a fait des enfants ici. Mais à quoi bon qu'on va se déchirer? Les politiciens, je vous en prie. Je vous en prie. Pour un billet de 10 000 francs, n'endeuillez pas les familles. Ce que j'ai vu, ce sont des enfants de 10 ans, 15 ans, 20 ans. C'est affreux. C'est affreux. Inacceptable. Descendu en pompier à Toumoudi, comme dans d'autres localités du pays, l'officier général de la maréchaussée ivoirienne lève des équivoques. Ceux lors de la rencontre avec les populations du village d'Abli, où les affrontements ont fait un mort. Quand la chose devient nationale, quand elle prend une ampleur trop grave, très grave j'allais dire, c'est tout à fait normal que je me lève dans le cadre de la gendarmerie de proximité pour venir vers la population et puis lui expliquer un certain nombre de choses pour amoindrir les dégâts. Vous n'avez pas le droit de créer un environnement d'insécurité où vous ne pouvez pas vous déplacer comme vous voulez. À Toumoudi, où la gendarmerie a déployé la grosse artillerie pour éviter toute autre heurts, les violences ont fait officiellement 5 morts et d'importants dégâts matériels, dont l'incendie du marché Anango, des commerces et habitations dans des quartiers de la localité à 195 km d'Abidjan. Toumoudi, comme Sakassou, comme Yamoussoukro, symbole de ces localités où il y a eu des affrontements intercommunautaires. On en parlait il y a quelques instants. Messieurs, finalement, à quel prix et au prix de quel effort la paix en Côte d'Ivoire, finalement? Comment est-ce que ça arrive, cela? Mais moi, ce que je note, en tout cas, je parle sous le contrôle des invités autour de cette table qui parfois peuvent être beaucoup plus informés que moi. Je ne crois pas que de toutes ces violences qui ont été perpétrées sur le terrain, un mort l'a été par une balle des forces de sécurité, ni de la police, ni de la gendarmerie. Si ce n'est pas le cas, donc, qu'est-ce qui s'est passé? Globalement, le mode opératoire qu'on voit, et je parle également sous le contrôle des autres invités, c'est donc un petit commando qui arrive, qui attaque un groupe donc ethnique, qui lui fait bien comprendre que cette attaque est perpétrée par le groupe d'en face, qui ensuite véhicule des rumeurs, et puis bon, après le feu et tout, de l'affrontement se propage. Donc cela revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Ces attaques, elles ont été organisées, elles ont été programmées, planifiées, instillées. Et bien malheureusement, nous sommes obligés, sans être des procureurs, de les lier au mot d'ordre de boycott actif lancé par l'opposition et de se poser la question de savoir si l'opposition, la classe politique que nous avons dans l'opposition, si ils ont une démarche véritablement citoyenne, une démarche véritablement républicaine et une démarche véritablement démocratique. La question, en tout cas, continuera vraiment de rester ouverte très longtemps.
Wikra? Oui, je pense que ces images que nous avons de Toumoudi ne sont pas du tout reluisantes pour notre pays, surtout qui sort d'une crise après celle de 2010. Alors, véritablement, ce reportage nous permet de donner raison à ce que j'ai dit peut-être au début de cette émission. Les victimes elles-mêmes ont reconnu que, fondamentalement, il n'y a pas de problème entre les communautés. Elle l'a dit clairement. Le grand-père est né là, le papa est né, eux-mêmes ils sont nés là, ils ont marié des femmes des autres communautés. Il n'y a pas de problème. Il n'y a que les politiques qui s'invitent entre eux, qui les manipulent et le résultat, c'est celui-là. C'est ce qu'on recherche? Je ne pense pas. Et véritablement, comme quelqu'un l'a dit aussi, ils ne se sont pas levés un matin et puis bon, ben, tout a commencé à prendre feu, bon, les balles ont commencé à siffler. Donc ça veut dire qu'il y a un travail de sable qui a été fait avant qu'on arrive à ce résultat. Et c'est là, véritablement, il faut situer les responsabilités. Ce qui s'est passé est extrêmement grave. Si on veut éviter que ce type d'incident se répète dans d'autres localités, je pense que pour cette fois-ci, il va falloir frapper très fort, quels que soient les auteurs. C'est-à-dire que les auteurs, c'est-à-dire que les exécutants et les commanditaires, cette fois-ci, je pense que c'est un acte de trop. Moi, personnellement, ce qui se passe m'a beaucoup écœuré. J'ai une collaboratrice qui a perdu toute sa famille dans cette affaire. Je pense que c'est triste. Alors, il y a un problème aussi qu'il faut mettre sur la table. Ces leaders de l'opposition qui sont mis en cause par le gouvernement, quand ils sont pris, quand ils sont arrêtés, incarcérés ou encore assignés à résidence, une partie des Ivoiriens, notamment de l'opposition, estime que c'est parce que le régime veut les empêcher de s'exprimer, que c'est la dictature. Comment vous réagissez à ces éléments? Bon, j'ai écouté mes deux prédécesseurs. Je pense que je veux bien que la crise soit superficielle. Mais comment comprendre qu'un leader politique lance un simple mot d'ordre? Que des populations qui cohabitent depuis 50 ans, 75 ans, oublient les relations qui les lient. Relations familiales, relations religieuses, relations historiques, sociologiques, etc., etc. Pour un simple mot donné par quelqu'un qu'on ne connaît pas. Pas seulement le mot d'ordre. À Dabou, il y a eu un commando. Il y a eu un commando armé. Juste. Il y a eu une localité, par exemple, où des jeunes sont partis attaquer une communauté en disant que c'est telle communauté, nous sommes de telle communauté, nous sommes venus attaquer. Voilà. Les jeunes ont dit, on ne croit pas que ces gens-là puissent venir nous attaquer, que ce n'est pas possible. Et ils ont demandé à rencontrer, comme ils se connaissent, vivent dans la même localité, ils vont au champ, ils font des petits métiers sur les chantiers, les briques. Ils sont partis rencontrer les autres. Est-ce que ce que je vous dis, ça ne jamais dit? Ça, c'est parce que ces jeunes-là ont fait preuve de responsabilité. Donc ça peut exploser. Ils viennent souvent. Donc le conflit peut prendre là où justement... Quand ça pète, on ne peut plus rattraper, hein, docteur. Le conflit peut donc être là où il y a des conflits qui sont latents. Moi, on viendra me dire, Ali dit tant. Je dirais non, tel que je connais Ali, il ne peut pas faire ça. Vous comprenez un peu? Mais si des gens arrivent à croire aussi facilement qu'ils s'attaquent, qu'ils aspergent des maisons de gasoil, d'essence pour se brûler, c'est qu'il y a des choses qu'il faut régler. Docteur, je pense qu'il ne faut pas être trop idéaliste. Nous sommes dans un pays, on sait comment les choses se passent. En habillant, il y a cette chose. Un politicien vient voir. La femme elle a même dit, donner un montant pour 10 000 francs. On sait comment ça se passe. Il arrive, écoutez, bon, je pense que le président du conseil régional de, je sais pas, de Guémon, docteur Seredo, l'a dit. On t'appelle, on te donne une bouteille de Calaou, on te donne 5 000 francs, peut-être un transfert. Et puis bon, ben, on dit, écoutez, va faire ceci. Bon, le gars qui est là, bon, c'est là, ça revient la question un peu peut-être de l'occupation de notre jeunesse. Avec 5 000 francs, avec 10 000 francs, avec une petite bouteille, il peut se donner, bon, okay, va brûler. Mais quand tu vas le brûler, lui, il va se donner les moyens de réagir, de riposter. Et le résultat, ça là. Tel que vous décrivez, là, on ne s'en sortira jamais alors. Voilà, non, mais justement, c'est pourquoi il faut inviter les uns les autres à la culture de la responsabilité. Même en politique, ça ne nous honore pas, ça n'honore pas la classe politique ivoirienne. Et l'opposition, surtout, qui a lancé ces mots de boycott. Quand tu es responsable leader politique, et en des termes très clairs, tu demandes à tes militants, allez-y couper les bois, barrer les routes, et qu'on n'arrive pas à acheminer une femme qui accouche, elle meurt en route. Quand tu te regardes dans le miroir, comme l'a dit l'autre, comment tu te vois? C'est là la question. C'est là la question. Oui, terminé. Il me semble que vous avez été interrompu. Terminé. Oh, j'allais dire, nous avons une occasion, et je crois que c'est le 5e pilier le premier pilier du programme du RHDP, justice, réconciliation, etc. Sociale. Il ne faudrait pas banaliser la douleur des uns et des autres. Il ne faudrait pas voir les autres comme des idéalistes et puis certains qui sont réalistes. Non. En Côte d'Ivoire, il y a des plaies géantes qui n'ont pas été soignées depuis les années 60. Ce n'est pas nouveau. Il y a eu le guébier,
il y a eu le 108, il y a eu les prisons d'Assabou, il y a eu les différents leaders qui sont décédés. Et c'est sur ces faits historiques que l'opposition a bâti son discours, de sorte à avoir des adhésions assez enracinées dans certaines localités. Aujourd'hui, je pense que nous avons une occasion unique, comme l'ont fait l'Afrique du Sud, comme l'ont fait le Rwanda, comme l'ont fait les Sud-Africains, comme l'ont fait les Rwandais. On ne dira pas que c'est... Non, il faut trouver une occasion unique. Mener des enquêtes, rencontrer les anciens de ces localités, les historiens, les sociologues, la chambre des rois et des chefs. Qu'est-ce qui s'est passé à Bouville en telle année? Qu'est-ce qui s'est passé à Boisseau? Qu'est-ce qui s'est passé à Gagnoa? Qu'est-ce qui s'est passé à Soubri? De sorte à une fois l'État prend ses responsabilités pour apaiser les cœurs. Demander pardon à ceux qui ont gardé le recul de ces événements. Au nom de la continuité administrative, ce n'est pas une affaire de Séoufoué qui a fait, ce n'est pas nous, non. Demander pardon pour ce qui s'est passé. Le docteur Mouké, comment il est mort à Bassams, le docteur Boka, comment il est décédé, Biaka. Il faut taire toutes ces rancunes une bonne fois pour que nous puissions repartir sur une nouvelle base. Je pense que l'Afrique du Sud l'a essayé. Pour le moment, il connaît une certaine stabilité. Le Rwanda l'a essayé, la Bolivie, le Chili, etc. Donnons-nous le temps de soigner ces plaies-là une bonne fois et allons de l'avant. Ce n'est pas insurmontable, docteur, on peut le faire. Je pense que c'est une question de volonté. Allez, juste en 30 secondes, nous avons un exemple qui fait école, le Rwanda. Là-bas, quand on dit affortement intercommunautaire, c'est l'exemple le plus patent. Mais ils ont surmonté leurs différences. Aujourd'hui, est-ce que les politiciens... Au Rwanda, quelqu'un me disait que quand tu évoques l'ethnie là-bas, voilà, tu es passible de poursuite. Cette occasion-là, chez nous, ici, il faut que nos responsables politiques ici arrivent à intégrer à leur cercle. Lorsqu'ils ne sont pas d'accord avec leur adversaire, il faut éviter d'aller manipuler l'autre communauté de sorte à aller attaquer l'autre. Il faut qu'il y ait des lignes rouges à ne pas franchir, notamment. Sylvain, rapidement. Oui, je pense que... Ce que je voudrais dire, c'est... Je vais répondre à Meïté, non? Ah oui, d'accord. Meïté qui a pointé tout de go l'opposition comme étant responsable. Je pense que cette façon de faire là ne nous sortira pas du problème. Quand on veut ne pas se dire la vérité aussi. Non, c'est pas... Il y a des antécédents. Regardons-nous. Il y a eu 2002. On va laisser terminer le débat. On va régler les problèmes. Ce serait une fuite en avant que d'accuser tout de go l'opposition. Les deux camps ont une responsabilité dans ce qui est arrivé. Donc, asseyons-nous. Et puis réglons ces problèmes parce que c'est le fait d'avoir peut-être négligé la réconciliation parce que de tout le débat qu'on a suivi en Côte d'Ivoire depuis 2011, on a mis l'accent sur ce vocable réconciliation sans lui donner du contenu. Malheureusement, en 2020, ce que nous avons négligé hier, ça nous rattrape. C'est ce qu'on voit sur le terrain. Et moi, je suis quand même écœuré de voir que des régions naguère calmes, des peuples naguère paisibles aujourd'hui sont en proie à un tel niveau de violence. Vraiment, ça, ce n'est pas la Côte d'Ivoire. Absolument. Alors, je suis obligé de passer à un autre sujet, notamment celui concernant Joe Biden, qui a été élu président des États-Unis d'Amérique ce samedi après plusieurs jours d'attente. Grâce à cette victoire, sa colistière Kamala Harris devient la première femme vice-présidente des États-Unis. Durant sa campagne, Joe Biden a été soutenu par l'ex-président Barack Obama. Il se veut un président ouvert au dialogue et prêt à tendre la main au président sortant, Donald Trump, qui, lui, semble ne pas tellement reconnaître sa défaite. Un sujet de Nadia Ija. C'est une foule en liesse qui s'est réunie pour écouter ce premier discours de victoire de Joe Biden, élu à la tête des États-Unis hier samedi. Une victoire qu'il a arrachée avec le soutien de sa colistière, Kamala Harris, sénatrice noire, qui devient la première femme à la vice-présidence du pays. You chose Joe Biden as the next president of the United States. Vous avez choisi Joe Biden comme prochain président des États-Unis d'Amérique. Joe est un guérisseur, un rassembleur, à la main éprouvée et stable. Élu à 77 ans, Joseph Robinette Biden Jr. devient le 46e président des États-Unis, le plus âgé à son élection, et sera officiellement investi le 20 janvier 2021. Pour cette première prise de parole, en tant que président, il s'est voulu rassembleur. Il est temps d'adoucir les rhétoriques, de calmer le jeu, de recommencer à se voir, à s'écouter et d'avancer. Nous devons arrêter de traiter nos opposants comme des ennemis. Ils ne sont pas nos ennemis. Ils sont américains, ils sont des Américains. Joe Biden est né en novembre 1942 en Pennsylvanie. Il démarre sa carrière en politique en 1972 à l'âge de 30 ans en devenant sénateur pour la première fois. Il est à sa 3e tentative pour la magistrature suprême après avoir été écarté de la course à la Maison-Blanche en 1988 puis en 2008.
Vice-président du président Obama, à son élection en 2008, il a pu compter sur le soutien sans faille de ce dernier pour sa campagne présidentielle face à Donald Trump. Avec un score de 74,5 millions de voix contre 70 millions pour son opposant, il a qualifié sa victoire de convaincante, alors que le président sortant, lui, n'a pas encore reconnu sa défaite. Ses partisans, quant à eux, se sont empressés devant la Maison-Blanche pour fêter la victoire du nouveau président. Alors, les leçons de ce scrutin américain, à la fin. Il faut noter que, peut-être pour une fois, on a l'Amérique qui se réconcilie entre le suffrage des grands électeurs et le suffrage universel populaire. Parce que Joe Biden gagne avec les grands électeurs et en même temps, il gagne avec le popular vote. Donc, alors qu'il y a 4 ans, ce n'était pas... c'est cela. Hillary avait le vote populaire, mais pas les grands électeurs. Voilà. Donc, ce qui fait que quand quelquefois on parle de réformer le système électoral américain, cet exemple-là va donner des raisons aux uns aux autres de ne pas le maintenir. Voilà, de le maintenir, avec la possibilité qu'il y ait souvent des conflits, des débordements, comme il y a 20 ans, avec Al Gore et Bush, et puis il y a 4 ans. En même temps, comme je l'ai dit, sur un autre plateau, le tableau qu'on nous présente de cette élection en grand, avec des États en rouge et des États en bleu pour les démocrates, n'est pas tout à fait exact. Il serait important de faire ressortir la dynamique interne dans chacun des États américains. C'est-à-dire, quand Joe Biden gagne en Pennsylvanie, il est important de savoir qu'il a gagné à 54-55%, et il y a quand même 40 et quelques % d'Américains qui sont pro-Trump. Et donner ce tableau dans tous les États pour qu'on n'ait pas l'impression qu'on a une division, comme souvent on nous le présente, lorsqu'on nous présente des cas de la Côte d'Ivoire pour des élections. À l'intérieur des villes, à l'intérieur des États, il y a une dynamique qui se fait. Il n'y a pas d'État qui soit à 100% pour Joe Biden, même s'il a eu les grands électeurs là-bas, et il n'y a pas d'État qui soit à 100% pour Trump. Il est important de relever cela pour montrer qu'au-delà de tout, il y a quand même une dynamique dans la société, dans la population électorale américaine, et qu'il n'y a pas la division qu'on veut nous faire croire, même si on peut reprocher à Trump d'avoir divisé la société américaine et le soupçonner de vouloir faire une guerre civile. Docteur Sylvain Nguessan. Ce que je retiens en attendant que les recours du camp Trump soient tranchés, c'est la longue carrière politique de... Vous pensez qu'il y a des chances d'un revirement ? Je ne pense pas, mais il faut laisser quand même le pouvoir juridique américain faire son travail. C'est sa longue carrière, né en 1942, élu au Sénat à 72 à 30 ans. Il a commencé assez tôt. Et depuis 1987, il tente une carrière présidentielle qui, espérons, lui réussira à partir de maintenant. Sa longue carrière politique, donc, l'expérience qu'il a pu glaner, départ en tant que vice-président, sénateur, élu, conseiller, etc. C'est une longue carrière qui a quand même à souligner. Clin d'œil au passage, il aura 78 ans. Pour dire que l'âge quand même est avancé et qu'on n'est pas forcément toujours expérimenté. Le plus vieux président des États-Unis, non, à son élection. Plus âgé que Trump même. Voilà, justement. Mais la question que je me pose, c'est vrai qu'il a été élu par les Américains, et pour les Américains, ça va de soi, mais au nom de la place des États-Unis dans le monde, donc on est obligé de voir un peu ce qui va se passer entre les États-Unis et l'Afrique, notamment pour le Millennium Challenge Corporation, pour la GOA, pour la coopération sur les questions de défense et sécurité, et puis bien, la question de l'immigration. Voici un peu les 4 piliers sur lesquels moi je serai regardant durant ces 4 années à venir. Frontière, le Mexique. Moi, surtout pour cette élection-là, c'est surtout le symbole. Je retiens que le 44e président des États-Unis, c'est le premier homme de couleur qui accède à la fonction la plus haute aux États-Unis, Barack Obama. Et quand il est élu, son vice-président s'appelle Joe Biden. 4 années après, ce vice-président devient président. Et sa vice-présidente est la première femme et aussi premier homme avec grand H de couleur à accéder à la fonction de vice-président aux États-Unis. Donc je dirais que peut-être que c'est l'autre facette de l'administration Obama qui revient avec ces 2 symboles, ces 2 tableaux que je viens de faire. Et indépendamment, c'est vrai, on a évoqué l'âge de Biden, c'est pas mais sa vice-présidente Kamala est relativement moins jeune, sinon beaucoup moins jeune que, moins âgée que lui.
Donc, pour peut-être l'équilibre, c'est vrai, je ne suis pas trop pour les régimes de gérontocratie. Mais bon, c'est le peuple américain souverain qui, voilà. Vous étiez contre B86? Non, pas du tout, loin de là. Nous sommes aux États-Unis, très loin d'Abidjan. Donc là, c'est le peuple souverain des États-Unis qui a voté. Et parlant de symbole, c'est une femme qui est issue d'un couple d'immigrés. Voilà, fils d'immigrés indiens et jamaïcains. Indiens et jamaïcains. Alors, peut-être, voilà, le second enseignement également. Je pensais que la Côte d'Ivoire finirait par toucher un tel niveau de brassage sans avoir... Oui, ça viendra. Ah ouais, d'accord. Oui, un jour, ça viendra. Encore, il faut l'inculquer à nos politiciens pour savoir qu'aux États-Unis, la première puissance du monde, une fille d'immigré est vice-présidente. Il faut aussi noter qu'aux États-Unis, le 44e président a été un fils d'immigré. On peut être fils d'immigré et accéder à des hautes fonctions. Et quand Barack Obama a été président, l'Afrique, c'est-à-dire, mais écoutez, un de notre aux États-Unis, mais il y a eu beaucoup de désillusions. Donc, justement, voilà, ce sera quoi la politique étrangère, principalement, singulièrement vers l'Afrique de Joe Biden, selon vous? Mais il faut dire aussi que pendant 4 ans, Trump n'est pas venu en Afrique. Absolument. L'Afrique ne l'intéressait pas vraiment. Et ce sera le cas pour Biden, vous avez l'impression? Les questions africaines, je pense qu'avec Joe Biden et les démocrates, il y a un peu plus de proximité et qu'on a vu, c'est vrai que George Bush, c'est lui qui avait lancé le plan SIDA à l'époque, mais avec Obama, il y a eu beaucoup plus de choses et il faut espérer que la relation avec l'Afrique se renforce davantage et que voilà, on ne nous laisse pas seulement à la France, à la Grande-Bretagne et à la Chine, et aussi à la Russie qui arrive. L'Amérique a sa place sur le continent. Sur sa politique étrangère, je crois que déjà, certainement, il y aura une rupture par rapport à l'ère Trump, donc, où l'Amérique a confiné un peu à l'isolationnisme. Et sur l'Afrique, je crois avoir vu dans des lignes de programme que Biden va restaurer de nouveau le sommet États-Unis-Afrique, qui avait été inauguré notamment par Obama. Maintenant, après, est-ce que cela va rééquilibrer les échanges donc, entre l'Afrique et les États-Unis par rapport à l'Europe d'une part et à la Chine d'autre part? Donc, je pense qu'il faut attendre pour voir. Mais pour le reste, je crois qu'on a là encore, véritablement, au-delà du balancier démocrate-républicain, on a une Amérique qui est toujours aussi fracturée. Je crois... 114 millions de votes sur Biden, 111 millions sur Trump, et tout ça en toile de fond avec le mouvement des droits civiques des Noirs et tout à l'issue des violences policières. Je crois qu'on a une Amérique qui est fracturée et qui va mettre ses institutions à l'épreuve. Et bon, comme le docteur Nguessan le disait, les institutions sont fortes, mais cela fait quand même 8 ans que l'Amérique court après un équilibre. Absolument. Débaillé? Oui, moi, vu du côté de Donald Trump, je dirais que finalement, ils l'ont eu. Finalement, ils l'ont eu, parce que voici un président qui est arrivé. Gorim. Oui, Trump. Atypique. Oui, un président atypique, iconoclaste, qui ne cache pas en tout cas, ces choses, qui a des méthodes brutes. Du côté... un anticonformiste. Un anticonformiste. En tout cas, il a été critiqué en Europe. Il y a eu cette affaire avec la Russie qui a failli lui coûter son fauteuil, mais il a résisté jusqu'au bout. C'est un téméraire. Et finalement, cette façon d'être, ce président qu'on n'a pas vu venir et qui gouverne les États-Unis pendant 4 ans, la presse américaine, comme on l'a vu également, avait choisi son camp parce que ne voulait peut-être pas de Trump, on le trouvait trop conservateur, très, très fermé. Et puis finalement, en 2020, c'est Joe Biden qui arrive. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est le discours qu'il a eu. C'est le discours qu'il a eu dès que les résultats ont été annoncés. Le discours de Trump ou de Biden? Non, le discours de Biden. D'accord. Le discours de Biden, quand il dit que nous devons arrêter de regarder nos adversaires comme des ennemis. Ils ne sont pas des ennemis, ce sont des Américains. Je pense qu'il est déjà dans une disposition, comme l'a dit tout à l'heure Méité, que l'Amérique est fracturée. Mais je pense qu'il se place déjà sur un piédestal pour pouvoir réconcilier l'Amérique. Et toute cette clameur qui vient d'Afrique et du monde entier montre que c'était peut-être le président qu'on attendait. Enfin, justement, il est l'anti-Trump, parce que c'est justement ce que Trump a refusé d'être.
il se pose en présence de tous les Américains, ce ne sont pas nos ennemis, ce sont juste des adversaires. Or, Trump, lui, ne voyait que des ennemis partout. C'est ça le problème. Ça ne pouvait pas prospérer longtemps. C'est-à-dire ses adversaires, pour lui, c'était des ennemis. À la limite, c'est des faux Américains. Lui, il parle de conspiration. Ils sont en train de lui voler une victoire. C'est des conspirateurs, c'est des anti-américains. C'est ça le problème. Trump, ça ne pouvait pas prospérer de continuer à diviser ainsi l'Amérique. On a vu des médias qui ont parlé des risques de guerre civile dans l'Amérique. Les médias américains même. Donc, mais ça continue, hein? Oui, ça continue. Donc, voici là où il avait amené l'Amérique. Mais il n'ira pas loin. Je pense que... On espère. Mais sinon, il y a des... On ne sait jamais. C'est un téméraire, quelqu'un l'a dit. Hein? Il y a des manifestations. Alors, merci, monsieur. Je suis obligé de mettre un terme à cette émission. Le temps imparti est arrivé à son terme. J'aimerais rappeler à toutes fins utiles, à tous nos téléspectateurs, à tous les observateurs, si vous êtes analyste politique, vous êtes historien, vous êtes juriste, vous êtes homme de droit, homme de lettres, vous avez envie de commenter l'actualité, notre plateau est ouvert à tous. Merci de ne pas penser le contraire, parce que sur les réseaux sociaux, il se dit « Ah, mais c'est toujours les mêmes commentateurs de l'actualité ». Je voudrais d'ailleurs vous demander de m'aider à les remercier, parce qu'ils sont disponibles. Nous faisons avec ceux qui sont disponibles de tous bords. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Excellente suite de programme sur la nouvelle chaîne ivoirienne. Nous vous attendons pour participer au débat.